Bon, bah, c'est parti. Bonjour à tous, merci d'être là. C'est la première fois que je présente mon travail de thèse dans ce genre de conditions. J'ai prévu à peu près une trentaine de minutes pour qu'on ait le temps d'échanger à la fin, mais s'il y a vraiment quelque chose qui ne vous paraît pas clair sur le coup, je vous invite à m'interrompre pour avoir des précisions. Alors, donc moi, dans le cadre de la Biennale des villes en transition, je me suis interrogée, j'ai voulu en tout cas questionner la plus-value de la recherche-action pour enclencher des dynamiques de transition. Et donc, recherche-action, je l'entends comme le fait de faire dialoguer des acteurs de la recherche avec des acteurs de terrain sur des problématiques communes. Donc, moi, je suis architecte à la base, donc je n'étais pas forcément prédestinée à faire de la recherche, mais j'étais assez engagée dans ma pratique. Donc, j'ai travaillé pour une agence à Paris qui était spécialisée dans la construction bois et bioclimatique. Et puis, personnellement, j'ai passé beaucoup de temps à m'intéresser aux alternatives de mode de vie. Donc, les communautés, la permaculture, les habitats participatifs. Et puis, quand j'ai passé mon habilitation à la maîtrise d'ouvrage, je me suis vraiment intéressée à la question aussi du rural et à la question de l'éthique dans la pratique d'architecture. Et je me suis vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris qu'il y avait une bifurcation à avoir, que ce soit dans le métier, mais aussi dans la manière dont on pensait notre société. Donc voilà, j'avais déjà conscience en fait qu'il fallait avoir une forme de réinvention. Et donc ça m'a amené à vouloir m'ouvrir, à me poser, à décloisonner la réflexion au-delà de ma discipline. Et donc j'ai eu l'intention de faire de la recherche à ce moment-là pour découvrir un peu plus ce que pourrait être l'architecture de demain et puis aussi l'architecte de demain. Donc, j'ai démarré une thèse en janvier 2022 suite à une sollicitation d'acteurs de terrain associatifs qui, eux, ne venaient pas du tout du monde de l'architecture. Mais par contre, c'était des acteurs de terrain qui justement, expérimentaient des formes alternatives de vie dans la ville, qui étaient aussi représentatives d'une forme d'innovation sociale. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec eux, je me suis intégrée à leur démarche. Et donc, ma thèse, pour citer son titre, s'intitule « Habiter 2050, le projet architectural comme outil de recherche contributive au service d'un territoire en transition ». Elle est dirigée par Anne Coste et financée à 50% par le LABEX Architecture, Environnement et Culture Constructive et le ministère, et à 50% par le ministère de la Culture. Et donc, c'est une thèse qui se place dans les continuités des travaux menés par Anne Coste, qui s'est questionnée sur la capacité du projet d'architecture à répondre aux enjeux de la transition énergétique et plutôt aussi dans le milieu rural. Et donc, moi, j'ai un peu déplacé cette question vers la question de la transition socio-écologique, donc plus large, et cette fois-ci dans le milieu périurbain. Donc, j'ai prévu de faire une sorte de récit assez chronologique de mon parcours de recherche, mais aussi surtout on va dire de ce qui s'est passé sur un territoire, sur le territoire que j'ai étudié, qui a connu beaucoup d'expérimentation et de dynamique en quelques années. Et je terminerai par présenter les prémices de mon travail, qui a plusieurs objectifs. D'une part, participer à la transformation du territoire, de contribuer aux actions engagées par les acteurs de terrain avec qui j'ai travaillé, et puis d'apporter des nouvelles connaissances pour la discipline architecturale. Alors, je commence par du concret. Donc, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, c'est donc une petite ville de 3000 habitants qui est située au sein de la métropole de Lyon, donc au nord-ouest, pardon, donc vraiment à l'extrémité, et qui, on va dire, est sur le flanc du massif des Monts d'Or et qui s'étend sur la Saône. Donc la Saône, c'est une rivière qui part des Vosges et qui va jusqu'à Lyon pour se jeter dans le Rhône. Donc je pense que ce schéma l'illustre bien, mais c'est vraiment une commune qui est au carrefour de plusieurs entités géographiques et aussi administratives, donc entre plusieurs départements. Voilà. Donc, le massif des Monts d'Or, historiquement, il est très agricole et naturel et il a vraiment été très bien conservé. Il a aussi un fort intérêt patrimonial. En fait, pour la ville de Lyon, ça a toujours été le grenier alimentaire, mais aussi un lieu de défense, donc, avec de nombreuses tours qui permettaient de surveiller l'entrée de la ville.
Alors, donc ça, ce que je présente, c'est un transect qui a été réalisé par des étudiants en architecture. Donc, un transect, une représentation du territoire qui coupe le plan et la coupe pour comprendre des entités paysagères et également une morphologie bâtie. Donc, le visage, on peut le découper un peu en 3 parties. Donc, on va avoir le village haut. C'est le village le plus ancien qui comprend des bâtiments médiévaux. C'est aussi là où on va trouver des maisons de carriers. Donc, ça a vraiment encore un caractère très agricole avec de très belles vues sur la vallée. C'est vraiment le centre ancien. Et ensuite, on a le village bas. Donc là, on est vraiment sur les bords de Saône. Ça a un caractère beaucoup plus industriel. C'est aussi un endroit avec une succession d'infrastructures. Donc, on va avoir la Saône, qui a aussi un caractère inondable très important. On va avoir beaucoup d'industries, notamment sur la berge en face à Genêt. On va avoir une route aussi qui va longer toute la vallée et un chemin de fer. Donc, ça va être des infrastructures qui vont vraiment couper aussi le village de l'accès à la Saône. Et donc, ce village bas, il s'est développé notamment autour d'une gare de triage qui s'est développée en 1905 et qui a connu son apogée dans les années 50. Donc, il y avait plus de 1000 cheminots qui travaillaient sur place. Et c'était une époque où il y avait 95% du transport qui se faisait par train, par fret. Alors maintenant, aujourd'hui, on est à peu près à 5%. Donc, il y a eu vraiment un déclin dans les années 80. Et l'activité aujourd'hui, elle est réduite au minimum. Bon, par contre, il reste toujours une gare qui permet de rejoindre Lyon en 15 minutes. Donc, ça rend la commune très, très attractive. Et il y a des restes d'une cité cheminote qui est très intéressante, mais qui malheureusement est en train d'être démolie pour être reconstruite de manière beaucoup plus dense. Et ensuite, on va avoir une sorte de couture. Donc ça, c'est la manière dont la ville, elle s'est développée entre le village du haut et le village du bas. C'est là où se sont créés des équipements communs, parce qu'en fait, avant, il fallait imaginer qu'il y avait l'école du haut et puis l'école du bas. On était presque, par rapport à la cité cheminote, qui était très autonome, on avait vraiment 2 villages séparés. Et donc après, ils ont installé la mairie et puis tous les équipements publics, écoles au centre. Donc finalement, ce centre du village est la partie la plus récente. Donc, c'est un endroit où on va trouver aussi un développement pavillonnaire, on va trouver du logement collectif avec des petits commerces. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le territoire du Mont d'Or est vraiment considéré comme très riche dans la métropole de Lyon. Mais en fait, quand on s'intéresse au cas de Saint-Germain, il y a des très grosses disparités sociales et qui s'explique du coup historiquement avec cette cité cheminote, parce qu'aujourd'hui, on a encore 32% de logements sur la commune, donc c'est énorme par rapport… Oui, logements sociaux sur la commune. Donc c'est vraiment énorme par rapport aux communes voisines, et on n'a que 25% de classe moyenne. Donc en France, on a à peu près 50%. Donc c'est pour dire que voilà, il y a un peu… c'est vraiment, il y a des gens qui sont quand même très riches et puis des gens pas du tout. Donc, on va retrouver les mêmes enjeux que dans du périurbain classique, donc on va dire des problèmes de cité dortoir, un peu avec des gens qui partent à la ville la journée, donc avec des grosses problématiques autour de la mobilité, notamment autour de la gare, et puis au niveau d'un emploi local qui est quasiment inexistant. Et il y a une très très forte pression foncière qui va rendre l'action publique difficile aussi. Pour la petite anecdote, il y a eu une opération de promotion immobilière, donc c'était des maisons qui n'ont pas réussi à être vendues parce que c'était beaucoup, beaucoup trop cher, le foncier. Donc ça a été racheté par un bailleur qui a fini par diviser ces maisons en 2, voire en 3, pour pouvoir les attribuer. Et donc ce qui est intéressant, c'est que depuis 2020, il y a une forme d'alignement de valeurs entre les acteurs politiques. Il y a eu une convergence, donc il y a eu la mairie qui a été remportée par une liste citoyenne et écologiste, et une métropole aussi qui est passée du côté vert. Puis il y a aussi un autre acteur local qui est très important et qui agit depuis les années 90, c'est le syndicat mixte Plaine Mont d'Or, qui est, on va dire, une réunion d'élus locaux qui a vraiment su conserver le patrimoine local.
Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est les fortes dynamiques locales. Les dynamiques citoyennes, j'entends principalement. Donc ça, pareil, ça vient aussi du passé cheminot. Donc il y a des associations qui sont assez anciennes, comme Chers Voisins, qui ont monté des friperies sur la commune. Et puis on a des initiatives plus neuves, comme un Snacktivist, donc qui est une société coopérative d'intérêt collectif, qui propose de la restauration avec des produits locaux. Et puis, on a aussi des associations qui sont d'une plus grande échelle, comme la coopérative de la transition Val-de-Saône-Mont d'Or, qui œuvre à l'échelle du Val-de-Saône. Et puis, on a Saint-Germain en transition. Donc, Saint-Germain en transition, c'est vraiment l'association avec laquelle j'ai travaillé. Alors, pour un petit peu d'historique, quand même, à l'origine, sur la commune, en 2011, il y a un habitat participatif qui a été créé par 7 foyers lyonnais. Donc des familles lyonnaises qui sont venues habiter le territoire, mais qui sont venues avec un vrai projet, pas seulement pour y dormir, mais vraiment pour s'y ancrer. Et donc ce projet, il a eu un gros poids localement parce que, ne serait-ce que pour sa construction et pour l'animation qu'il a offert sur le territoire, ça a vraiment créé aussi déjà une dynamique. Et aujourd'hui, ce projet, il est aussi une figure de proue à échelle nationale. Il a été diffusé notamment par Audrey Giquel, qui est une des habitantes et qui travaille maintenant à l'accompagnement de ce type de projet. Donc, un des couples qui a monté cet habitat faisait déjà partie d'une association, d'une initiative de transition qui s'appelle, il faudrait que je regarde d'ailleurs si ça existe toujours, Villeurbanne en transition. Donc, ils connaissaient déjà un petit peu la démarche. Et donc, en 2019, à la veille des élections présidentielles, ils ont créé localement l'association Saint-Germain en transition. Donc, aujourd'hui, ça compte une trentaine de membres. Donc, la plupart d'entre eux sont quand même des néo-arrivants sur la commune qui, du coup, ont apporté, on va dire, leur vécu en termes de volonté de changement. Ils ont apporté des outils coopératifs, des savoirs qui leur étaient propres et ils ont initié pas mal de choses. Un jardin partagé, des cercles de parole, ils ont fait la promotion de mobilité douce, ils construisent des fours solaires. Et surtout, certains d'entre eux vont intégrer la liste du coup citoyenne qui va remporter la mairie. Et une des premières actions communes qui va être faite entre la mairie et l'association, ça va être le Festival de Saint-Germain, donc qui est une fête qui a lieu chaque année, mais qui là a été vraiment tournée sur la question de la prospective et sur que voulons-nous faire pour demain. Donc ça a été un événement important. Donc je ne peux pas parler des initiatives de transition sans revenir à l'origine. En plus, on est quand même dans le cadre d'une biennale qui parle de ça. Du coup, le mouvement des villes en transition. Donc, il a été créé autour de 2005 par un enseignant en permaculture irlandais qui s'appelle Rob Hopkins, dans la filiation des permacultureurs australiens David Holmgren et Bill Morrison. Donc, Rob Hopkins il fait un constat assez simple. Il dit, voilà, donc on va atteindre un pic pétrolier, donc il va falloir planifier une descente énergétique que apparemment nos institutions n'arrivent pas à engager véritablement. Et face à la crise écologique et ses conséquences, il va falloir mettre en place des stratégies de résilience à travers notamment une solidarité entre les habitants. Donc, il va mettre en place une sorte de méthode holistique, tête, cœur, main, donc avec l'idée vraiment qu'il faut comprendre la question du changement, il faut se l'approprier profondément, et puis il faut faire. Il y a vraiment cette logique anglo-saxonne aussi du just do it, quoi. L'idée, c'est de faire petit, de faire local, et puis de faire avec. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est certes militant, mais qui ne va pas être dans l'opposition. Il va vraiment essayer de faire pour faire démonstration des alternatives potentielles. Et donc, il a développé un manuel de la transition qui s'est développé mondialement. Donc, le mouvement, il a essaimé. Il a essaimé à échelle internationale. Il a aussi créé un vrai réseau francophone, notamment en France, Belgique et Suisse. Et dans son évolution, c'est vraiment intéressant de distinguer maintenant qu'on a d'une part les initiatives de transition qui sont encore citoyennes, qui sont vraiment dans la vague du mouvement initial, et puis il y a eu une forme d'institutionnalisation
avec des politiques de ville des transitions, donc un peu comme la ville de Grenoble. Et dans les gros promoteurs de cette démarche, il y a eu notamment la ville de Los Angeles, dont le maire a ensuite créé la Fabrique des transitions, et qui est un organisme qui aide les municipalités à mettre en œuvre voilà, un changement systémique sur leur commune. Mais bon, en tout cas, ils revendiquent tous leur origine avec Rob Hopkins qui vient souvent sur ces territoires. Donc la spécificité de Saint-Germain en transition, c'est que donc elle a fait ses initiatives sur le territoire, mais elle a voulu passer à l'échelle supérieure. C'est-à-dire elle a voulu vraiment enclencher une transition plus de fond, c'est-à-dire dépasser l'échelle du jardin partagé. Donc en fait, ces acteurs, ils vont vouloir créer une forme de vraie coopération territoriale, mais en restant une initiative citoyenne. C'est-à-dire qu'ils auraient pu se dire, bah, on n'a qu'à être élu à la mairie et puis on va faire les choses par le haut, mais non, eux, ils vont vraiment défendre le fait de passer par le bas. Donc ils vont vouloir associer la société civile, les institutions publiques et des partenaires universitaires dans une démarche de recherche-action. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les deux personnes qui se sont lancées dans cette aventure, c'était quand même des... Donc, il y avait Ludovic, qui était un habitant de l'habitat participatif, vraiment spécialisé dans l'accompagnement au changement, et Elisabeth, qui, elle, travaillait sur l'accompagnement des transitions individuelles et collectives, notamment dans les organisations entrepreneuriales. Donc, tous les deux, voilà, ils viennent quand même du milieu de l'entreprise, et ils pensent que ça peut être un vrai levier de transition. Donc, ils vont avoir une démarche qui se déroule en 4 briques. Donc, la première, qui était déjà effective, qui était la mobilisation citoyenne via l'association. Et ensuite, ils vont avoir l'intuition de faire appel à des chercheurs pour définir des pistes d'action qui seraient vraiment utiles sur le territoire et qui donneraient de la crédibilité à leurs actions. Donc ça, c'est la brique d'état des lieux. Ensuite, l'idée, c'est que ces pistes d'action, il va falloir les mettre en œuvre. Donc là, ils voudraient monter un incubateur, une couveuse d'initiatives de l'économie sociale et solidaire pour accompagner ces projets et aider à leur mise en place. Et puis enfin, il y a cette brique d'essaimage, l'idée de communiquer avec d'autres territoires et de pouvoir diffuser leur expérience. Donc c'est un projet qu'ils ont monté de manière complètement bénévole. À la base, c'était associatif. Et puis, ils n'ont pas réussi à le faire financer. Parce qu'en fait, c'est une démarche qui est quand même assez marginale. C'est une forme d'ingénierie, mais d'initiative citoyenne. Donc, ça ne rentre pas dans les cases, on va dire. Et puis, ça vient presque en concurrence, voire en conflit avec l'action publique. Donc, par contre, quand ils ont voulu monter la couveuse, là, c'était beaucoup plus opérationnel. Il n'y a pas eu de soucis. Donc, ils ont réussi à se faire financer ça. Et puis, pour eux, ça a été une vraie voie de professionnalisation. Et puis, ça leur a permis maintenant, c'est ce qui leur permet aussi financièrement de continuer à apporter cette démarche de recherche-action. Donc, il y a eu plusieurs partenaires universitaires. Je ne vais pas tous les mener, mais dont justement l'école d'architecture de Grenoble et l'unité de recherche. Il y a eu un vrai engouement. Donc, il y a eu des projets pédagogiques, mais aussi des formes un peu expérimentales de compagnonnage entre des territoires qui ont été menées. Donc là, on est en juin 2023, on voit qu'on arrive quand même à la fin de pas mal de projets, donc ça permet d'avoir quand même un certain recul. Pour en citer quelques-uns, il y a eu un projet d'un Master 1 de l'Université Lyon 3 en aménagement et développement durable du territoire. Donc, c'était une vingtaine d'étudiants qui ont travaillé pendant 1 an à faire un diagnostic des modes de vie. Ensuite, on a eu un projet de 4 étudiantes de l'Institut, d'une école, d'un établissement d'enseignement supérieur qui s'appelle Supécolidaire, qui est pareil à Lyon. Donc, ces 4 étudiantes qui ont travaillé à mettre en récit les rêves des Saint-Germinois. Donc, elles se sont basées sur un des ateliers qui avait été mené pendant le festival. Donc, je le passerai à la fin si on a le temps, parce que c'est une petite vidéo de 7 minutes qui est assez sympa. Et donc, j'en arrive à la question de ma thèse et de la relation entre, finalement, ces dynamiques de transition et l'architecture. Donc, ce qui est important de comprendre déjà, c'est que moi, j'ai construit ma méthode de thèse au contact du terrain.
Donc, j'ai vraiment été partie prenante de la recherche-action. J'ai pu voir tous les projets pédagogiques qui se sont déroulés. Et j'ai vraiment suivi Elisabeth et Ludovic dans toutes leurs démarches et leur évolution dans la couveuse. Voilà. Donc, j'ai vraiment eu quand même cette immersion. Et donc, mon objectif de thèse, c'est à la fois d'intégrer les savoirs locaux, donc de mettre en place des choses pour intégrer plein de choses de disciplines qui me sont parfois étrangères. Parce que, par exemple, moi, la question de l'économie sociale et solidaire, à la base, c'est pas du tout mon domaine. Et puis, réciproquement, avec mes savoirs, d'accompagner les acteurs au mieux dans leur démarche de recherche. Donc, ça va créer, en fait, une forme de culture commune, une sorte de confiance mutuelle qui va me permettre ensuite de bénéficier finalement de ce terrain et de ces acteurs comme d'un laboratoire pour expérimenter des outils et des choses qui vont me permettre de répondre pour le coup à mon propre sujet qui est afférent à l'architecture. Ça, c'est la slide que je ne peux pas passer parce que c'est celle qui parle de mon sujet. Je vais essayer de faire simple. Mais en gros, ma thèse, elle s'appuie sur l'hypothèse que l'architecte peut être porteur des dynamiques de transition en les accompagnant, voire en les initiant. Et donc, il va y avoir déjà 3 sujets préalables qu'il va falloir que je maîtrise pour répondre à la question de la transition et garantir, in fine, l'habitabilité du territoire. Il y a la question de la transition en tant que telle. Donc, la notion, ses occurrences historiques, ses réseaux, ses controverses. Enfin, c'est aussi une question philosophique. Qu'est-ce que c'est que de changer ? Et puis, il y a aussi toute son application scientifique. Il y a un champ qui a été développé qui s'appelle les Transition Studies, qui étudie les mécanismes de comment les transitions se diffusent. Ensuite, il y a la question du modèle. Donc là, on est vraiment à une échelle plus globale, plus sociétale. La transition, c'est l'idée de passer d'un état à un autre. Donc en fait, dans le fond, vers où on va, vers quoi on s'oriente. Donc, il va falloir se poser la question de la société de demain, du modèle qu'on veut, désirable qu'on veut défendre, et puis des nouveaux paradigmes. Donc, c'est là qu'on va trouver des éthiques qui sont plus en vogue aujourd'hui, la question du vivant, la question du soin. Et puis, il va y avoir le pendant local. Donc là, c'est vraiment là que vient intervenir l'immersion, en se disant que c'est vraiment une ressource et que c'est un lieu de connaissance où on va observer finalement des innovations qui sont à l'œuvre, et qui vont nous permettre de construire et de nourrir l'idée de ce nouveau modèle sociétal. Finalement aussi, c'est un endroit où on va pouvoir expérimenter les acteurs, les leviers, voire les freins, et donc on va pouvoir répondre à la question du comment on fait le changement et qui. Et voilà. Et puis en parallèle, il y a quand même l'idée que, pourquoi est-ce que finalement on va faire la relation avec l'architecture ? C'est que l'architecture, elle travaille aux enjeux d'habitabilité et c'est un art de la transformation. C'est-à-dire que c'est un art de... on est sachant en fait dans l'art de la transformation et puis c'est un art qui peut répondre à la crise. C'est-à-dire qu'on est capable de mener une réflexion systémique, de concilier des contraintes pour répondre à la complexité. On a une capacité finalement à rejoindre aussi plusieurs disciplines. L'architecte, il a aussi la capacité de lire l'espace, donc potentiellement de repérer déjà des choses qui sont capables de faire transition. Il a aussi un potentiel de médiation entre les acteurs. Quand on fait du projet, finalement, il y a plein d'acteurs très différents qui se mettent autour de la table, et donc ça peut être une manière de mobiliser. Et puis enfin, il y a aussi cette capacité du dessin de projeter un futur désirable. Donc cette projection, en s'éloignant des contraintes court-termistes, c'est-à-dire en pouvant passer outre des contraintes auxquelles sont soumis les acteurs et le territoire aujourd'hui, ça va permettre de mobiliser et d'ouvrir les imaginaires. Donc là, je vais juste montrer concrètement quelques petites choses que j'ai menées pendant ma thèse. Donc, une des actions qu'on a faites avec les acteurs de terrain, c'était des forums des savoirs de la transition. Donc ça, c'était un bon exemple de réciprocité entre chercheurs et acteurs. Donc, c'était un lieu où parfois moi je présentais, où parfois des habitants présentaient, voire je faisais venir d'autres chercheurs pour discuter autour du sujet de la transition, qui était très varié. Donc, c'était des échanges participatifs
qui me permettait, moi, de comprendre leur univers et eux de comprendre aussi mes enjeux de thèse. Et je suis même allée plus loin parce que derrière ça, ça m'a amené à rencontrer plein d'acteurs en question, donc, par exemple les questions des tiers-lieux, voilà. Et puis je me suis aussi formée à certains de leurs disciplines, comme la conduite du changement. Ensuite, il y a eu l'opportunité d'un festival, donc c'était le Festival de la transition du Val-de-Saône, où là, en fait, j'ai créé un dispositif cartographique, donc pas à l'échelle de Saint-Germain, donc j'ai vraiment décalé à l'échelle de la biorégion, du territoire plus large. Donc sur cette carte, j'ai essayé de montrer au maximum les enjeux du territoire. Donc il y avait vraiment une volonté de sensibilisation déjà du public. Et puis ensuite, il y avait toute une dimension participative. Donc l'idée, c'était que les gens viennent indiquer toutes les initiatives déjà du territoire. Donc c'était déjà aussi un dispositif qui permettait de rendre concret, de situer tout ce que les gens faisaient. Donc ça a super bien marché. Et puis même pour tous les acteurs qui participaient à ce festival, du coup, ils étaient situés et ça permettait déjà une forme d'essaimage de toutes ces dynamiques. Et alors, associé à ce dispositif, j'ai créé des cartes à réaction, des prototypes, comme on appelle ça, avec là une dimension plus imaginative et où déjà on rentre plus dans la question du projet. Donc, je me suis basée sur un des ouvrages de Rob Hopkins qui s'appelle « Et si on libérait notre imagination pour inventer les futurs que nous voulons ?» Et donc, j'ai créé des cartes « Et si ?» Donc, je me suis baladée sur le Val-de-Saône et puis j'ai repéré des lieux qui me faisaient tilt, voilà, qui avaient déjà un potentiel de transition ou qui étaient déjà des marqueurs de ce que pourrait devenir la ville. Et donc, je les ai détournés. Je suis allée plus loin pour créer de la réaction, pour provoquer, on va dire, et susciter de la réaction chez les gens. Et puis, sur l'envers de ces cartes, j'ai vraiment fait une description des enjeux locaux. Donc, c'était des enjeux très larges. Hein. Ça allait de la question de l'eau à la question de l'habitat, en passant par les questions démocratiques. Et puis, j'ai outillé aussi en essayant de donner des informations sur les acteurs locaux et pour que les gens puissent ensuite se mettre potentiellement à l'action. Donc ça, c'est une autre image. Donc, je l'ai reconvoqué cet outil à un autre moment dans un autre séminaire. Et donc maintenant, l'étape suivante pour ce dispositif, ça va être d'essayer de créer aussi une cohorte d'acteurs un peu plus ciblés, qui ont peut-être aussi, c'est-à-dire moins sa version tout public, mais plutôt travailler avec des acteurs politiques, associatifs, qui pourraient en fait aussi collaborer et construire du projet avec. Ensuite, il y a aussi les travaux de fin d'études des masters de l'unité de recherche architecture, environnement et culture constructive de l'école de Grenoble. Donc, eux, en fait, ils ont travaillé aussi pendant 1 an sur des projets prospectifs sur Saint-Germain en 2050. Et donc, l'idée, pour eux, c'est de se libérer, pareil, des contraintes de court terme pour aller proposer une transformation du territoire qui répondrait aux enjeux de la transition écologique et de manière assez radicale. Et donc, ça va être vraiment intéressant de confronter ces projets aux acteurs locaux parce que ça peut leur permettre aussi de sortir de leurs contraintes actuelles. Donc là, le 15 juin, ils vont venir présenter à Saint-Germain et on espère qu'il y aura du monde. Ça, c'est des planches. Alors là, vraiment, on ne voit rien du tout. Mais c'est des planches que j'ai déjà pu aussi présenter lors du festival. C'est aussi un super rapport d'échange. Je pense que là, c'est pas... Voilà. Donc, je finis sur une petite conclusion. Donc, à ce stade, moi, ce qui me marque, c'est que Saint-Germain, finalement, c'est quand même un tout petit territoire. Ça fait 3000 habitants. Et pourtant, ça a réussi à devenir un sacré laboratoire en même pas 3 ans. Il y a cette logique de coopération, de la recherche-action. En fait, on se rend compte que la coopération, ça ne se décrète pas. Il ne suffit pas de dire qu'on veut coopérer pour que ça marche. Il y a quand même malgré plein d'acteurs locaux qui avaient des velléités en commun, écolo ou je ne sais quoi, en fait, finalement, il y a des logiques de silos qui restent. C'est aussi des mondes différents qui se côtoient et puis qui ne se comprennent pas forcément. Par contre, ce qui est certain, c'est que tous les projets pédagogiques et universitaires qui ont été menés,
ils ont vraiment permis de créer des cadres de parole, des cadres de, je dirais pas de coopération, mais au moins, c'était des lieux où les gens pouvaient s'écouter et ça crée des porosités. Et donc, pour moi, en fait, je pense que la recherche-action, ça constitue quand même vraiment un tremplin pour enclencher les dynamiques de transition. Et ensuite, concernant ma thèse, bah, c'est un peu trop tôt pour donner des conclusions. Mais une des velléités, c'était de vouloir passer à l'action, enfin, en tout cas, de vraiment transformer le territoire. Et on se rend compte quand même que entre la recherche-action et le passage à l'action, il y a quand même un pas. Et c'est vrai qu'en tant qu'architecte, quand on n'a pas de commande, c'est difficile de susciter l'action réellement. Et puis en plus, sur les questions territoriales, quand on sait que, alors même si j'ai des liens avec la mairie et d'autres acteurs, mes interlocuteurs, c'est quand même des acteurs de la société civile. Et on peut se poser aussi la question de leur légitimité à porter en fait des questions qui sont d'ordre territorial quand on sait que c'est pas eux qui ont la main en fait pour concrètement agir sur la norme ou sur la transformation effective. Voilà, je vous remercie. Alors je sais pas.